du président Ouattara en matière de bonne gouvernance? Alors moi je dirais en fait que le bilan en fait en termes de bonne gouvernance en fait il est assez mitigé. Pour moi il est mi-figue mi-raisin. Hein. Effectivement il y a eu des annonces en ce qui concerne la mise en place de certaines institutions en termes de contrôle. En termes de contrôle on se rappelle comme ça qu'à l'avènement en fait de M. Ouattara au pouvoir il a voulu véritablement essayer de mettre des organes en termes de surveillance, en termes de contrôle. Quel est le résultat après 15 ans de gouvernance? Qu'est-ce qui a été véritablement décelé? C'est là la question. Parce que nous savons qu'une institution telle que... la haute autorité pour la bonne merci, gouvernance. la haute autorité pour la bonne gouvernance, voilà, effectivement, lors de ses rapports, a détecté certains éléments en ce qui concerne des gestions dans certains portefeuilles ministériels qui étaient plus ou moins louches, mais quelle était l'exécution, d'accord, après avoir mentionné cela. J'aimerais juste aussi apporter un élément qui est très important, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, en fait, qui est une institution qui était déjà pensée, mais son exécution a été mise en place sous le mandat de M. Alassane Ouattara. Nous avons vu ce que la Cour des comptes a relayé comme information. C'est un premier élément déjà qu'on peut saluer, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement en termes d'exécution? Après, il y a plein d'autres éléments, mais pour commencer, je dirais, il y a eu la mise en place sous les 15 ans de certaines institutions. Maintenant, quels ont été véritablement, après avoir divulgué au sein de ces institutions, certains éléments, quelles étaient les exécutions, quelle était l'exemplarité qui a été voilà, donnée sous ces 15 ans de mandat de M. Ouattara? Vous avez planté le décor. Réponse du RGPE. Qui se lance? Bon, je voudrais d'abord remercier mes responsables qui m'ont permis de venir intervenir aujourd'hui sur votre plateau. En l'occurrence, le secrétaire national des militants de l'extérieur, M. Ouattara Draman, le délégué extérieur au pays, M. Tidiane Koné de Paris. Et aussi, nous avons maintenant un coordinateur régional de campagne qui est à la personne du ministre des Affaires étrangères, M. Adom. Donc, cela dit, pour parler de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, il faut saluer déjà les efforts faits par le gouvernement. Le président Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, tous les organes dont nous parlions aujourd'hui n'existaient pas ou pratiquement ne fonctionnaient pas. Donc, on part d'une feuille blanche et on commence à bâtir une structure anti-corruption afin que les deniers publics qui sont générés par le développement de la Côte d'Ivoire soient mieux gérés et qu'il y ait moins de déperdition. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des brebis galeuses qui s'amuseraient à jouer avec la loi ou bien avec la gestion en tant que bon père de famille. Donc, il faut plutôt saluer les efforts du gouvernement, sa transparence, la mise en place de la Cour des comptes, par exemple, qui chaque fois fait un rapport pour que toute la nation sache quels sont les ministères ou les administrations où il y a eu des fautes, où il y a eu des manquements ou des faiblesses. C'est déjà un grand pas. C'est parce que cela est sur tous qu'on peut commencer à critiquer. Si cela n'était pas dit, que c'était mis sous le teignoir ou bien sous le tapis, on n'en parlerait pas. Il faut plutôt féliciter le président de la République qui a donné une force nouvelle à l'inspection générale d'État, qui a créé une Cour des comptes, qui a créé une haute autorité pour la bonne gouvernance, qui enjoint tous les responsables politiques de déclarer à leur prise de fonction leurs biens, de faire des mises à jour si possible, et à la fin de leur mandat, de déclarer aussi les biens qu'ils ont eus. Donc c'est déjà un grand pas. C'est parce que nous-mêmes en interne, on dénonce certains faits, qu'on les met sur la place publique, que d'autres personnes ou d'autres institutions peuvent aujourd'hui se mettre à nous critiquer. Pour le moment, je m'arrête là, ensuite on va continuer. Merci. Merci. Je vais aussi appuyer parce que quand il disait qu'une chose est de mettre en place des organes, mais qu'en est-il pour le suivi? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Effectivement, si on se rappelle bien, il y a eu des sanctions. Puisque quand il y a eu des enquêtes par rapport à certaines directions au niveau de l'ARC-TCI par exemple, il y a le DG justement qui a été en prison. Il y a plusieurs DG qui ont été débarqués de leurs fonctions suite à des audits où on a constaté certaines malversations. Donc pour vous dire en fait qu'il n'y a pas d'impunité. Voilà. Donc il y a déjà un élément qui existe, il y a des actions qui sont prises justement à l'effet de dissuader tous ceux qui voudront justement. Et comme il a dit, on est quand même dans des organisations, dans tous les pays du monde, la corruption gangrène nos sociétés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter ça? Il faut une volonté politique. Et déjà, la mise en place de ces organes et les sanctions derrière, pour moi, sont un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. Donc, il y a une continuité dans les efforts. Mais pour le moment, pour vous, en matière de bonne gouvernance, le chef d'État a vraiment révolutionné les choses. A évolué. On ne dit pas que c'est parfait, mais on dit qu'il y a un chemin qui est parcouru et qu'il y a une marge de progression, donc qui certainement vont être corrigée. On va aller point par point, rassurez-vous, on a le temps, Maître Kakou. Alors, monsieur a parlé du bilan et nous a fait savoir comme ça que
Tikora, hein. Voilà, Monsieur Tikora a parlé donc des déclarations de patrimoine. Moi, j'aimerais tout de suite lui poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine du président de la République? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des cadres qui composent le gouvernement du RHDP? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des ministres? La réponse, j'imagine qu'elle est évidente, c'est non. Est-ce que ces documents-là, je le dévance, puisque, sauf monsieur à me prétendre le contraire, je vous laisse la parole. Je ne pourtant pas le contraire. On a assisté à une conférence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, je pense il y a 2 semaines, au Salon Hoche, qui a été très direct là-dessus. Toutes ces personnes dont je vous ai parlé, ces personnes-là ont fait la déclaration de patrimoine, mais après, est-ce qu'on doit rendre cela public? Je n'en sais pas. Donc je ne peux pas vous dire. Mais sinon, si le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le dit, ça veut dire que cela existe. C'est une personne sérieuse, c'est une autorité morale assez sérieuse qui ne va pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas assez justes. Donc avant de poser des questions, mais vous donner des réponses, prenez soin aussi d'approcher peut-être la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour savoir exactement ce qu'il en est. Nous sommes sur un plateau, donc il faut éviter souvent de faire des affirmations qui peuvent sont tendancieuses en fait. Je vous rassure, je consulte régulièrement ce site-là et je n'y ai vu aucune déclaration. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut les publier ou il ne faut pas les publier. Ici, moi je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin. Il y a 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence. Puisque un ministre qui est débarqué, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve. C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby Lassiné. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lassiné, qui certes est présumé innocent? Vous pouvez me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui. Et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talon d'Achille. Et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros. La bonne gouvernance. J'arrive avant de donner la parole au représentant du RHGP. Oui, donc, je pense qu'il y a Maître et puis mon cher ami Franck qui ont vraiment tout dit pour l'instant, mais moi je vais aussi revenir sur cette histoire de bonne gouvernance. Effectivement, pour moi, les institutions dont le RHDP se gargarise là, moi je pense qu'elles ont été mises en place en fait pour, à la sortie de la crise, il fallait rassurer les bailleurs internationaux. Et donc, pour moi, ce sont des institutions vitrines. Et Maître l'a si bien dit tout à l'heure, elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, dans les faits, il n'y a pas de sanctions derrière. Oui, on voit qu'il y a certains ministres, il y a certains qui ont été épinglés, ils ont été, comme Maître le disait tout à l'heure, on débat quelqu'un, on le nomme à un autre poste. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que en fait, ça permet, est-ce que ça dissuade les autres de continuer dans cette action-là? Moi, j'ai dit non. Et donc, je pense qu'on doit tous s'accorder sur le fait que les sanctions n'y sont pas. Maintenant, s'il y a eu des sanctions, dites-nous là aujourd'hui, notamment, il y a eu l'histoire du fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a eu l'histoire avec la Cour des comptes, où la Cour des comptes avait, je crois, c'était l'histoire avec le SNEDAG, je crois. Ils avaient révélé quelques... Voilà. Et peu de temps après, on a vu qu'au sein du RHDP, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Bon, après, on n'a plus entendu parler de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été... Voilà. En fait, on n'a pas de suite. On nous montre des histoires. Nous, on se dit que c'est un instrument peut-être politique pour essayer de faire taire certaines personnes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, dit ici aujourd'hui que cette institution-là... Et puis, moi, ce langage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout n'est pas parfait. Non, je pense que c'est un foutu. On essaie de cacher beaucoup de lacunes à travers ce langage-là. Donc, il faudrait que vous dites là, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait réellement? Quelles sont les personnes épinglées? Quelles sont les personnes qui ont été sanctionnées? Mais quand je parle de sanctions, c'est la prison. Parce qu'on voit que des gens insultent le président de la République, ils sont mis en prison et effectivement, en moins de 48 heures, ils sont enfermés. Mais et ceux qui détournent?
Je pense qu'eux, ils sont plus dangereux que ceux qui insultent le président de la République. Merci Jean-Yves. Je pense que dans vos prises de parole respectives, on était que 2 points. J'ai noté pendant que vous parliez la question de la transparence, la justice à double vitesse, comme on dit, et puis aussi de l'efficacité des institutions. Donc, je vous laisse répondre sur les 3 thématiques qui ont été relevées. Bon, pour répondre à Maître, je ne souhaiterais pas qu'on personnalise le débat. Monsieur Diaby Lanciné est une personne physique qui vit en Côte d'Ivoire, qui n'est pas ici, je tiens à le préciser, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas quitté le pays, il n'a pas abandonné le pays, il est en Côte d'Ivoire et il travaille. Donc je souhaiterais vraiment qu'on ne personnalise pas le débat. Citer une personnalité et dire qu'elle a détourné de l'argent. Accusé, non. Oui, mais j'ai respecté sa présomption d'innocence. Oui, vous avez dit présomption d'innocence, mais avec la conviction avec laquelle vous le dites, c'est comme si c'était avéré. Donc, du coup, si vous dites présomption d'innocence, vous devez avoir aussi la courtoisie de dire qu'il n'a pas été inculpé. Donc, à défaut, c'est de dire aussi que peut-être ce qui lui a été reproché, dans le fond, peut-être qu'il y a encore des éléments à prouver pour affirmer sa culpabilité. Non, rassurez-vous, c'est le seul dont je me souviens de l'identité. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien d'effectif qui a été reproché à M. Diaby Lanciné dans le fond, pour que cela puisse justifier peut-être la saisie d'une autorité judiciaire pour qu'il y ait... Non, c'est au parquet d'enquêter. Bon, ça, après, je ne rentre pas dans ces détails judiciaires, je ne suis pas juge de formation. Moi, je vous dis de façon factuelle ce que je pense de cette histoire. Pour dire, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été, des directeurs qui ont été incarcérés? Oui. Il y a un directeur qui s'occupait de la gestion du patrimoine, je pense, foncier industriel, qui a été mis en prison. Il y a des DG qui ont pris la poudre d'escampette parce que le procureur, justement, a engagé des poursuites contre ces personnes-là. Et je peux vous citer encore un certain nombre de personnalités comme ça qui ont eu mal à partir avec la justice parce qu'elles n'ont pas respecté la gestion de bons pères de famille des biens publics qui leur avaient été confiés. Donc, pour dire... pour rebondir sur ce que Jean-Yves disait, que les institutions ont été créées juste pour faire bonne figure. Mais il faut remercier le président Ouattara au moins. Autant de nos prédécesseurs, quand vous volez, le président vous disait « je vous vois voler, mais si vous n'arrêtez pas, si on vous attend, vous irez en prison ». Bon, entre quelqu'un qui met des institutions en place, qui contrôle, qui sanctionne, mais qui publie même la gestion des comptes de l'État, et celui qui ne fait rien, qui dit « vous continuez à voler, si on vous attend, vous irez en prison ». Je préfère celui qui met des institutions en place, qui les fait fonctionner, qui leur donne les moyens de leur politique d'agir, qui crée le parquet, le pôle financier qui a été créé justement pour juguler les crimes de délits financiers. Il faut plutôt encourager le président de la République, il faut plutôt le remercier pour tout cela. Mais tous ces efforts qui ont été faits, vous voulez que d'un coup on les balaye, qu'on les mette à la poubelle pour dire qu'il n'y a rien. C'est que non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et nous sommes actuellement un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Si on veut évoluer, arriver à un pays intermédiaire de la tranche supérieure, il y a un certain nombre de mécanismes judiciaires qu'on doit mettre en place pour atteindre les normes internationales de gestion des finances. Certains vous diront que ça fait 15 ans que vous êtes là. Oui, mais voilà pourquoi je dis que nous sommes arrivés à un stade de revenus intermédiaires inférieurs. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup de temps. Non, mais ça fait 15 ans. Et en 15 ans, il y a des pays qui n'ont pas obtenu cela. 15 ans en 15 ans, vous trouvez que c'est peu? Vous trouvez que c'est trop? Enfin, non, je rappelle juste que ça fait... Voilà. Donc, je vais rapidement rebondir sur ce que Jean-Yves a dit quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec la session, disant que beaucoup de choses ont été faites et qu'il reste encore des choses à faire. Je pense que c'est factuel. Et puis, ce n'est pas un fourre-tout. Venir dire ici qu'on a un bilan inattaquable serait, pour moi, pas objectif. Mais il faut le constater. Ah, vous le dites chez vous, hein. Ah oui. Je ne sais pas, moi, je suis maître de mes propos. Je vous dis, et je vous dis, comme la plupart de nos leaders politiques, quand on les écoute, n'ont jamais aussi dit que le bilan était parfait, la perfection n'existe pas. Oui, le bilan, il est plus que satisfaisant, mais dire qu'il est parfait, non. Ça, je vous mets au défi de me sortir quelqu'un qui a parlé de la perfection. C'est juste que l'expression bilan inattaquable, donc dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que lui, Jean-Yves, reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, de 2011 à maintenant, il y a des choses qui ont été faites ou pas? Est-ce que pour lui, il estime que tout a été fait? S'il estime que tout n'a pas été fait, donc ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui ont été faites et il y a des choses à faire. Mais dire que c'est un foutou, pour moi, ça ne veut rien dire. Ok. En fait, c'est très intéressant à écouter en fait mes deux, je dirais les deux invités en face. En fait, il faut comprendre quelque chose. Il y a véritablement une confusion. Et merci en tout cas, Carlyle, de rappeler quelque chose de très important. C'est 15 ans de gestion. Ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas un mandat. C'est 15 ans. Et ce que vous expliquez, il faut comprendre que fondamentalement, il y a des éléments, je me perds avec certains éléments dont vous évoquez. Vous avez cité un directeur, d'accord? Un directeur en charge du patrimoine d'État.
dont je ne me rappelle, je me souviens plus du nom. Vous aviez dit que d'autres directeurs aussi, d'accord, sont en fuite parce qu'ils sont à la recherche de l'État pour différents détournements. Et vous avez cité un exemple, M. Diaby Lanciné. Je n'ai pas cité, c'est Maître qui a cité. Mais vous avez rebondi là-dessus. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Donc je ne dis pas que j'ai cité. Non, mais moi Celui qui a cité, c'est Maître. Alors, donc il est à côté de vous. Alors, voilà. je rebondis sur vos propos. Il fait autant peur chez vous ou quoi? Non, c'est pas une question de peur, mais c'est une question de respecter l'honorabilité des gens en fait. Alors, c'est M. Tiekoura. Oui, c'est M. Tiekoura. Oui, M. Tiekoura, voilà. Je rebondis sur vos propos. Vous avez indiqué que M. Diaby Lanciné est installé en Côte d'Ivoire et que M. Diaby Lanciné n'a pas été gracié, n'a pas été remercié après de bons services. C'est suite à un scandale, d'accord, au fond d'entretien routier. Et pour rejoindre en fait Maître Kakou, il a dit quelque chose d'important parce qu'on a l'impression que nous sommes dans le langage de la rue, dans un remplacement basket. Allez, vous avez merdé là, on vous débarque quelque part et puis la vie continue. Dans un état sérieux, on n'agit pas de la sorte. Vous aviez fait cas d'un exemple en faisant référence au précédent régime qui disait je vous vois voler. D'accord, mais il n'y a rien qui s'ensuit. Bah, on va citer, il y a eu des cas par exemple, d'accord, on a eu le cas de la filière cacao. Voilà, on a eu le cas de la filière café cacao, dont je pense que l'épouse d'un des opposants qui fut Premier ministre, d'accord, a été citée dans cette affaire. Je ne suis pas en train de blanchir, d'accord, les différents régimes, mais il faut faire attention aux propos que l'on tient. La multiplicité d'institutions, moi, personnellement, me gêne. J'ai fait un constat entre les années 70, et je rebondirai même sur les propos de M. Ouattara, lors de la présentation de son film, qui disait que la Côte d'Ivoire était dans une pente, d'accord, d'acmé ascendante dans les années 70 jusqu'à la crise des matières premières, il y a eu une chute. C'est récent, ça fait 2 jours. On avait moins d'institutions dans les années 70, mais on avait une efficacité au niveau de l'État. Est-ce que la multiplicité des institutions rime, d'accord, avec une efficacité de l'État? C'est ça la question. Il y a quelques années, je pense à peu près 27 ans de cela en Côte d'Ivoire, il y a eu une disparition de 18 milliards. Vous vous en souvenez? C'était un sujet d'argument dans un parti appelé le RDR quand ils étaient dans l'opposition. Le RDR à cette époque demandait des comptes, demandait à ce que des ministres cités dans cette affaire soient débarqués. Nous avons besoin d'exemplarité. Et pour être exemplaire, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans ou 20 ans. C'est une question d'audace et de volonté politique. Donc, je vais résumer. La multiplicité des institutions au sein d'un État n'est pas forcément une garantie de transparence et de bonne gestion. Deuxième point, le fait de débarquer une personne citée dans une affaire sans que cette personne rende véritablement compte à la justice, d'accord, pour moi n'est pas source de bonne gouvernance. Parce que l'on dit que le poisson pourrit par la tête. Et la bonne gouvernance doit aller du sommet jusqu'à la base pour donner l'exemplarité en ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'impunité. Tout citoyen est égal. Merci. Je pense. Ok. Avant que Sigata de parle, est-ce que vous avez eu en main un dossier qui est un dossier d'enquête qui formellement inculpe comment je sais pas comment vous dire ça, inculpe la personne qui aurait détourné les fonds dont vous parlez, qui aurait fait cette mauvaise gestion. Lequel des personnes? Par exemple du fer. Est-ce que vous avez un dossier, vous avez lu un rapport de la Cour des comptes, vous avez lu, bien évidemment, vous avez transmis un dossier. Bien évidemment, non, on m'a pas transmis un dossier. Oui. Mais nous avons en fait effectivement. Je ne l'ignore pas du tout, mais ce que je veux qu'on évite sur ce plateau, c'est de faire le procès d'une personne. Absolument pas. Monsieur Tiekoura, nous ne faisons pas. Je ne fais pas le procès de M. Diaby Lanciné. Il est monsieur dont je me souvenais de l'identité. C'est ce qui a justifié que je vous insistez là-dessus. Non, monsieur Tiekoura. Et dit pourquoi il n'est pas allé en prison? Ah non, mais non. Nous n'avons pas fait de procès. Donc il n'y a pas de culpabilité. Si un dossier nous parlons du fait que vous avez lu à travers les journaux, et ensuite vous portez une accusation contre cette personne. Donc après, si on circonscrit le débat à M. Diaby Lanciné, ce sera compliqué. Non, mais vous avez parlé. Oui, on va le faire. Je pense que Maître a cité un peu des responsables d'institutions. Et à mon retour, quand j'ai eu la parole, j'ai eu aussi à citer des responsables de sociétés qui étaient poursuivis. Alors pourquoi vous focalisez uniquement sur le fer? Bon, alors, d'accord. Je vais finir sur ces propos. Quand il parle des années 70 jusqu'aux années 80 où il y a eu la crise des matières premières, est-ce que vous avez bien cité les SODE, les sociétés où il y avait les SODE sucres et tout ça? Tout à fait. C'est fini comment? Alors vous voulez parler de l'affaire du Borotoukoro? Tout ça. Parce que, on y va, on peut en parler, monsieur. Parce que justement, la Côte d'Ivoire, on parlait de miracle économique en ce moment. Tout à fait. Le président de la République d'alors voulait impulser un développement à la Côte d'Ivoire en faisant en sorte que l'État prenne le devant sur la création de richesses pour les populations. C'était déjà le cas. Je résume comme ça. Mais après, si l'IGE qui a été créé, c'est pas le président Ouattara qui a créé l'IGE, l'inspection générale d'État. C'était bien avant. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant,
quand on met en place une autorité, une haute autorité pour la bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de richesses qui se créent, il y a beaucoup de sociétés qui se créent, et que maintenant, peut-être que l'IGE seul ne suffit pas pour contrôler tout cela. Mieux, quand on crée la Cour des comptes, la Cour des comptes, c'est pour certifier tous les comptes de l'État, pour regarder tout ce qui se passe dans tous les ministères. Bon, je voudrais vraiment qu'on puisse avoir un peu de recul. C'est bien de critiquer. Oui. Mais quand quelqu'un met en place un certain nombre d'institutions pour gérer, pour pas contrôler toute la richesse créée, je pense que cette personne est plutôt à féliciter plutôt qu'on lui jette Moi, j'ai une question pour qu'on puisse vraiment avancer. Je pense que la question des institutions, c'est pas forcément sur le volet du contrôle financier. Hein. Et les institutions de la Troisième République ont beaucoup fait débat. Je me rappelle, moi, dans mes années de droit, on a beaucoup travaillé dessus, notamment la question de la vice-présidence et de l'existence d'un Premier ministre. On nous demandait souvent quelle était la nature de ce régime qui cumule à la fois un vice-président et un Premier ministre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce qu'on appelle le haut représentant du chef de l'État. Bon, je pense que c'est plus sur ce volet-là que vous pointez du doigt, messieurs. Si je me trompe, hein, vous pouvez me dire le contraire. C'était le propos de... Oui, en effet. C'est bien la ça pour clarifier, en tout cas. Hein, est-ce que on a même des ministres gouverneurs. Vous êtes en phase avec ces institutions-là? Je pense que le président a parlé de modernisation de l'architecture de l'État. Et de réduction aussi des membres du gouvernement. Bon, après ce que je peux vous dire... c'est le président de la République, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Après, dans la nomenclature de l'exécutif, c'est le président qui décide de ce qu'il pense être bon pour la Côte d'Ivoire, pour le pays. Bien. Si un autre parti politique arrive au pouvoir, s'il estime que toutes ces institutions dont parle Carlyle ne lui conviennent pas, il les annule. Oui, mais le président disait lui-même qu'il avait fréquenté des États où il avait besoin de 20 ministres pour fonctionner. On disait qu'il n'avait pas besoin de 50 ministres, de 30 ministres, 15, 20 ministres, c'est bon. Aujourd'hui, on se retrouve à en avoir. Quand on parle de décentralisation de l'État, on peut y en Quand vous créez les ministres gouverneurs et tout cela, on va le développer. Attention, on va le développer. Mais il y a un sujet particulièrement pour vous, la question de l'état de droit aussi, hein, qui fait partie du bilan du président Ouattara. Deuxième plus gros talon d'Achille. Moi, je ne serai jamais, messieurs, de ceux qui diront le bilan, il est à jeter. Non, vous n'avez pas un mauvais bilan. Vous avez de gros handicaps, à mon sens, dans la gestion de la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. On a parlé de bonne gouvernance, on parle de l'état de droit. L'état des libertés individuelles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau, il interpelle. Lorsque le droit à la sûreté n'est pas garanti, lorsqu'un individu se fait interpeller sans que ses droits procéduraux ne soient respectés, c'est un problème. Lorsque vous avez des individus qui sont détenus dans des délais, qui meurent malheureusement en détention alors que la loi impose un délai maximal de 24 mois de détention provisoire et qu'ils en font 4, 5, 6 ou 10, c'est un problème pour l'état de droit puisque les libertés individuelles, elles sont incessibles et elles sont à respecter. Lorsque la justice, qui est le garant de l'état de droit, fait paraître une impression de deux poids, deux mesures, donc de partialité, c'est aussi un problème pour l'état de droit. Et donc, c'est l'un de vos talons d'Achille. En 15 ans, vous n'avez pas réussi à doter la Côte d'Ivoire d'une justice dont les Ivoiriens seraient fiers. C'est un problème. C'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple sur cette criminalisation, moi c'est comme ça que je l'appelle, vous excuserez du terme, criminalisation de la parole publique. Je suis moi-même avocat. Combien de fois est-ce que j'ai eu des critiques, parfois en privé, de responsables de vos partis politiques, me disant « Faites attention à ce que vous dites, vous êtes en train de jeter le discrédit sur une institution de la République. » Je suis avocat, monsieur, j'ai une déontologie qui ne me permet pas de tomber dans l'excès. Je critique en tant que citoyen ivoirien, parce que personne ne me le déniera, hein, ma citoyenneté ivoirienne, le fonctionnement de l'État, le fonctionnement d'une justice. Vous êtes en France, et je pense que la justice ici, tout le monde est plus ou moins fier de ce qu'il voit. Lorsque nous voyons... C'est pas le RN qui va le dire. C'est pas le RN qui va le dire, oui, mais ici, en même temps, ici, personne ne dira qu'il y a des juges corrompus. Vous voyez, ça c'est un fait. Personne n'osera le dire. Même M. Sarkozy, qui a été condamné à 5 ans ferme, n'osera pas dire des juges français qu'ils sont corrompus. C'est un problème. Moi, j'ai vu des scènes qui choquent, des individus qui sont assis dans l'entrecour du parquet avec leur téléphone en disant « je suis en train d'appeler le procureur de la République pour négocier ». Est-ce que vous imaginez cela possible ici? Non. Et ce sont des questions que nous souhaitons que vous corrigiez. C'est un handicap. Et on en parle pour que ça change. Parce que tout le monde a intérêt en Côte d'Ivoire à avoir une justice sûre de son infaillibilité, sûre de ses juges, sûre de son indépendance. Et c'est un problème sur lequel il va falloir travailler si vous êtes réélu. Parce que nous, on va vous le dire tout le temps, à nos risques et périls, la justice en Côte d'Ivoire aussi, elle ne rassure pas, messieurs. Voilà ce que moi je pouvais dire sur l'état de droit. Et pour compléter, un petit point statistique, la Côte d'Ivoire se classe 104e sur 142 pays dans le monde en matière d'état de droit. Jean-Yves, avant que je donne la parole au représentant... C'est un régime hybride. Non, ok. Bon, juste rebondir, est-ce que vous connaissez M. Alou Boigny? Du tout. Ok, il fait partie en fait de votre équipe de campagne? Et il est magistrat. Il est magistrat.
Et normalement, c'est interdit en Côte d'Ivoire. D'accord, vous prenez le code des magistrats, l'article 16, 17 et même 18 le stipule qu'un magistrat d'accord politiquement ne doit pas être prononcé. Et moi j'ai été scandalisé de voir M. Touré Mamadou annoncer, d'accord, ce magistrat, M. Alou Boigny, d'accord, dans l'équipe de campagne. Je me suis posé des questions, qu'est-ce qu'il en est? Il parlait tout à l'heure de l'état des droits, je ne vais pas refaire tout ce qu'il a mentionné, mais véritablement il faut proposer, il faut donner l'envie aux Ivoiriens, d'accord, dans leur ensemble, qu'il n'y a pas une justice sélective. Parce que vous l'aviez reproché dans le passé, cette injustice sélective, et aujourd'hui, on a l'impression, vraiment, vous avez tout en place, et même dans les choix que vous devez faire pour une équipe de campagne, comment choisir un magistrat, d'accord, dans votre équipe? Waouh, vous avez... Bon, qui se lance? Bon, je vais y aller le temps que Sigata se prépare. J'ai bien compris les griefs. Les griefs, mais je pense ça plutôt comme des souhaits d'amélioration, des pistes d'amélioration de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que quand vous dites que dans la cour du tribunal d'Abidjan, où quelqu'un appelle un procureur, j'aurais bien voulu que vous dénonciez cela un peu plus tôt. C'est pas ici non, mais c'est filmé, c'est public, que vous allez le dire. C'est filmé, c'est public. Moi, je ne suis pas contemporain de ce fait-là, donc je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer. Donc après... Une source. Donc après... L'état de droit en Côte d'Ivoire, je reviendrai encore là-dessus. Indéniablement, cela a évolué. Avant, quand on vous interpellait, vous vous retrouvez à la baie du Banco avec une balle dans la tête. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été interpellés qui ne sont jamais rentrés chez eux. Mais aujourd'hui, quand on vous interpelle, le procureur de la République vous dit vos droits et vous êtes là. Si, je vous le dis. Non, ça ne justifie pas qu'on interpelle quelqu'un pendant 6 jours sans avocat. J'arrive. Laissez-moi finir. Allez-y, on va le laisser. Laissez-moi finir. Allez-y. Il n'y a pas de raison. Toutes les personnes qui ont été interpellées dans cette mouvance préélectorale, régulièrement, ces personnes-là ont eu, on a donné des nouvelles à leurs parents, à leurs partis politiques, à leurs avocats. Ce n'était pas le cas avant. Donc maintenant, quand vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, de droit en Côte d'Ivoire, je dis non. Mais est-ce que il y a des réseaux sociaux qui sont là, est-ce que quelqu'un doit venir s'asseoir parce qu'il a une caméra ou un téléphone en face de lui et se lever dire des choses qui mettent en mal la cohésion nationale ou qui mettent en mal un processus électoral ou bien qui veut créer la chaîne dans un pays? Je dis non. Je vous rejoins. Je dis totalement non. La liberté d'expression ne veut pas dire que vous pouvez dire tout et n'importe quoi pour mettre en mal la sécurité ou la stabilité du pays. Je suis vraiment désolé. Et de ce côté, je soutiens fermement le procureur de la République pour que chaque Ivoirien puisse respecter au moins la constitution ivoirienne. Est-ce que vous avez déjà entendu M. Makosso Kami? Monsieur Makosso Kami, c'est qu'il va sur les plateformes, je ne pense pas qu'il insulte ou bien qu'il appelle à ce qu'il y ait une révolution en Côte d'Ivoire, je ne pense pas. D'accord, donc en fait, le fait de ne pas appeler qui est... le fait de ne pas appeler... Écouter... Jean-Yves voulait pas la parole. Ok, parce que c'est intéressant ce qu'il dit, hein. Bien rebondi. Déjà, trouvez-vous normal qu'un citoyen ivoirien soit arrêté par des encagoulés? Et donc, après cela, on n'a pas de nouvelles de lui. Et c'est ce pasteur et un journaliste qui donne l'information sur les réseaux sociaux. Après cela, sa famille sort. Tout le monde interpelle le gouvernement. Tout le monde interpelle la justice pour savoir où est-ce qu'ils sont. On n'a pas de communiqué officiel pour dire. Parce que là, vous dites que quand quelqu'un est arrêté, on informe sa famille. Mais ce dernier, Ibrahim Zighi, il n'a pas eu cette chance-là. Sa famille n'a pas été informée. Ça fait plus de 3 jours, ils n'ont pas eu l'information. Après, dans les recherches, on se rend compte que Ibrahim Zighi est à la Maca. Trouvez-vous normal cette procédure? C'est de tout ça qu'on parle. Et quand vous dites que non, il y a un état de droit, lorsqu'on arrête un citoyen, ses droits lui sont notifiés, il doit appeler ses parents, il peut appeler ses parents, son avocat. Mais est-ce que ce dernier-là, il a eu cette chance-là? Et comme pendant ces 3 jours. Non, 5 ou 6. Il a dit 3 jours, donc je pense que c'est 3 jours. J'ai dit plus de 3 jours. Pendant ces 3 jours,
est-ce que la garde à vue dure... Je suis un avocat, la garde à vue en Côte d'Ivoire... La garde à vue en Côte d'Ivoire est du 48 heures. Voilà. Pour des exceptions terroristes, ça peut aller jusqu'à un certain niveau. Pour ces 3 jours, parce que les propos que tenait Ziggy, M. Ziggy, en son temps, sont des propos quand même assez séditeux et puis tendancieux aussi. Séditieux et tendancieux aussi. Quand il dit que le jour de la proclamation de la liste des retenus pour la candidature, il faut que tout le monde se mette en orange et qu'il aille se mettre... Comment on appelle? À supposer. Non, je vais mettre... Laisse terminer Jean-Yves et après vous aurez la parole tous ici, rassurez-vous. Ziggy a dit, le jour de la proclamation, il faudrait que les Ivoiriens se mettent en maillot avec les drapeaux et aillent dans les coins publics, notamment dans les maquis, pour regarder, pour écouter. À quel moment le fait d'aller dans un coin public pour écouter, là, à quel moment ça incite à l'insurrection? En fait, souvent, c'est-à-dire, moi je pense que le droit, il ne faudrait pas qu'on utilise le droit pour, ça dit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un foutu, on utilise ça pour faire des opposants, c'est pas bien. Et donc aujourd'hui là, nous, quand on essaie d'attirer votre attention là-dessus, moi je pense qu'à un moment donné, il y a quand même pas beaucoup de choses, je disais même pas mal, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Maintenant, c'est à nous, ça vous maintenant de nous dire. Il va reprendre la parole. Non, je vais juste intervenir pour dire que tout à l'heure, quand Maître parlait, il a dit que vous voyez ça comme une observation. Donc ce sont des observations qui, je pense, figurent en fait dans notre nouveau programme. Vous allez voir un certain nombre de mesures justement à l'effet d'améliorer l'appareil judiciaire et tout. Et même quand il parlait de liberté d'expression, même en Europe, il y a des journalistes qui ont quand même été condamnés pour des propos allant au-delà de la liberté d'expression. On a des Zemmour, on a des Soral, mais ils n'ont jamais été interpellés chez eux à la maison. Non, condamnés déjà. Donc, donc pour dire en fait que oui, la liberté d'expression, et aujourd'hui on est quand même témoin qu'il y a cette liberté au pays. Vous avez l'occasion de voir plusieurs émissions télé où les gens ils viennent, ils disent ce qu'ils veulent, ils rentrent tranquillement. Nous, on aurait eu l'occasion, on aurait eu vraiment cette chance-là à l'époque. On n'a jamais eu cette chance. Vous ne pouvez pas dire des choses et puis rentrer tranquillement chez vous. Donc je vais dire, quand même, on ne peut pas jeter du revers de la main du fait que, oui, il n'y a pas un état de droit, le dit comme ça de façon absolue. Pour moi, non. Est-ce que vous avez vu des vidéos qui passent des personnes encagoulées qui enlèvent un peu, je ne sais pas si c'est enlever, mettre là, l'expression juridique appropriée, c'est quoi, enlèvement, interpellation? Le procureur qualifie ça d'interpellation, moi j'irais plus loin, puisque les critères d'une interpellation ici ne me paraissent absolument pas remplis. Donc j'irais plus loin que sur une seule interpellation. Ça va me permettre, Khalil, si tu me permets de reprendre la parole sur ce point-là, de dire que non, moi je ne vous dis pas, et je ne vous dirai jamais que vous n'avez rien fait. Je dis qu'aujourd'hui, après 15 ans, la justice ivoirienne a des dysfonctionnements qu'on peut légitimement pointer du doigt, tout simplement, comme un certain nombre d'autres pans de votre gouvernance. Et pourquoi je m'attarde sur la question de la justice et de l'état de droit? Parce que, voyez-vous, ça sert à l'intérêt de tout le monde, l'état de droit. Ce n'est pas des sympathisants ou militants du RHDP, du PPACI ou du FPI. Je revendique une appartenance à aucune chapelle politique, aucune. Et l'état de droit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'avoir une justice dont on est sûr, d'avoir une justice dont on croit en l'indépendance, ça rassure et ça permet à tout le monde de vivre tranquillement. Les droits et libertés, ce sont des droits qui sont constitutionnels. Bien sûr, la liberté d'expression, moi le premier, je vais vous dire que ce n'est pas un blanc-seing et que ça ne permet pas à tout le monde de dire tout le monde et n'importe quoi. Moi, je n'accepterai jamais, et je le dis souvent publiquement, je défends des criminels, je défendrai jamais un homme qui insulte un homme, a fortiori un président de la République qui est une institution. Je vais donc vous rejoindre sur ce point. Et j'estime personnellement que lorsqu'on a une surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire, en revanche, on n'envoie pas tout le monde en prison. Lorsqu'on a des taux allant jusqu'à 300% de surpopulation carcérale, il faut s'emparer, mais ça ce n'est pas à vous que je le dirai, ce serait peut-être au magistrat, il faut s'emparer à ce que prévoit le code pénal. Le code pénal vous prévoit par exemple des mesures alternatives aux poursuites dont il faut vous emparer. Vous parliez tout à l'heure d'état de droit. Prenez la question par exemple du cas Alino Faso qui est peut-être diplomatique. Moi j'ai juste une chose à dire là-dessus. L'école de gendarmerie, ce n'est pas un lieu officiel de privation de liberté. On n'envoie pas un homme, on ne détient pas, même pour sa propre sécurité, dans un lieu qui n'est pas un lieu officiel de privation de liberté. Lorsque certaines choses ne peuvent pas être corrigées par ce qu'on appelle l'effet contra legem, donc contre la loi, eh bien on légifère là-dessus. Si on veut faire des lieux spécifiques pour incarcérer un certain nombre de détenus, on va le prévoir dans la loi. On va dire désormais un certain nombre de détenus seront ici, seront là, seront ici, seront là. Lorsqu'on sait qu'on ne peut pas juger des gens dans le délai de 2 ans, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On retourne devant l'Assemblée nationale et on dit on va allonger le délai de la détention provisoire. Ici, nous avons des délais de détention provisoire qui vont jusqu'à 4 ans. Mais c'est dans les textes, c'est dans les règles. Et donc il faut que vous vous en empariez finalement, c'est ce qu'on vous demande. Et je le dis souvent, ne voyez pas cela comme une critique de votre gouvernance parce qu'on serait opposé à ce que vous faites.
On veut que cela s'améliore. Parce que je l'aurais dit et je finirai par là, ça sert tout le monde. Ça sert tout le monde à un état de droit. Ok, merci maître. Je souhaite rebondir rapidement. Et puis après, je vous réponds. Je vous donne collectivement. Okay. On est dans un cadre juridique. Hein. J'ai entendu en fait M. Tiekoura dire quelque chose de très intéressant. À l'époque, en fait, les gens n'allaient pas avoir cette chance. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête personnellement parce que c'est assez redondant. Et je l'entends depuis plusieurs mois. J'ai l'impression que c'est une communication de campagne. J'ai entendu par exemple M. Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, le dire lors de ses sorties. On se plaint sur la question de la justice actuellement en Côte d'Ivoire. Mais il fut une époque, on ne pouvait pas se plaindre parce qu'on retrouvait des gens sous des ponts, on retrouvait des gens d'accord dans les endroits 6 pieds sous terre. Je veux savoir en fait, combien de personnes avez-vous comptabilisé? C'est quand même macabre de le dire. Hein. Combien de personnes avez-vous comptabilisé par exemple en termes de perte en vie humaine? Parce qu'il y a quelque chose qui m'embête. La justice, avant que votre parti n'arrive au pouvoir, elle n'existait absolument pas en Côte d'Ivoire. Je vais me focaliser sur les propos de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que là, vous êtes très républicain. Vous avez dit quelque chose d'important dans l'exemple de M. Ziggy. Ce que Ziggy tient est très dangereux et séditieux pour l'État. En 2000, M. Alassane Dramane Ouattara disait ceci. Il ne reconnaît aucunement, d'accord, la Cour suprême en termes de décision. Et réclamait, je vous donne la date, je vous donne la référence, 28 octobre 2000, journal Le Parisien. Vous pouvez aller le lire, vous le notez. Il dit il ne reconnaît aucunement cette institution et demande absolument la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Car 2/3 de l'électorat ivoirien a été écarté concernant la non-admission de M. Henri Konan Bédié et sa candidature. Est-ce que pour vous c'est républicain cela? Parce que, je donne un exemple qui est assez light, hein, assez léger pour parler en français, pour le cas de M. Ziggy, parce que M. Ziggy n'a même pas en fait, condamné le Conseil constitutionnel. Il a juste dit, allons assister à la décision. Là, on a les propos de M. Ouattara dans une posture d'opposant, qui plus tard deviendra chef d'État. Il disait, en tant qu'opposant, et quand on est opposant, on est républicain, d'accord? Il disait qu'il ne reconnaît aucunement la Cour suprême, parce que 2/3 de l'électorat en Côte d'Ivoire n'est pas représenté, et il insistait sur la reprise des élections. Comment prenez-vous cela, vous, aujourd'hui? Déjà, en 1995, quand le président de la République actuelle, M. Alassane Ouattara, a été écarté de la course à la candidature, et il a dit à ses proches, cette loi a été faite pour me barrer la route, mais elle est faite contre moi, je sais qu'elle, ce n'est pas une bonne loi, mais je vais la respecter. D'accord. Donc quand je vous dis cela, est-il républicain ou pas? Là, c'est républicain. Ah, mais voilà, je vous retourne la question aussi. C'est républicain. Voilà, je vous retourne la question. C'est républicain. Voilà. Là, je ne parlais pas de 95, je parle de 2000. Moi, je parle de 95. En fait, on choisit la républicanité selon l'idée. Vous parlez de la même personne, et moi, je vous donne aussi un propos. Mais monsieur Tiekoura, pour être cohérent, cette même personne doit être toujours républicaine. Oui, mais elle est républicaine. En 2000, maintenant, c'est pas sans il faut qu'on apporte une thématique. C'était pour lui dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vicieux, en fait. Ah bon? Oui, c'est vicieux. Pourquoi? Parce qu'en 2000, il faut situer tout le contexte qui était là. On parle du coup d'État du général Robert Guéhi, qui voulait coûte que coûte. Il y a plein d'anecdotes là-dessus que je peux vous citer. Mais on n'est pas là pour cela. Et après, on arrive à quoi? Et on vous regarde droit dans les yeux, vous n'êtes pas avec moi, droit dans les yeux. Après, à un moment donné, toute la classe politique ivoirienne a été écarté au profit de qui? Parce qu'ils pensaient pouvoir manipuler Laurent Gbagbo. Alors, donc en fait... J'arrive, j'ai pas fini. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Arrêtez, laissez-moi finir. Non, c'est intéressant parce que vous me donnez des exemples assez intéressants. Alors, en 95, M. Ouattara était républicain sur une décision unique, hein, parce que c'est une décision, lui-même, il a reconnu que non, cette loi a été mise en place pour m'écarter. C'est quelque chose... Mais alors qu'il n'était pas concerné par la loi. Mais, oui, mais il a dit, lui-même, vous venez, je répète vos propos. M. Ouattara l'a dit. Donc, la personne qui a intentionnellement, mis en place cette loi, voulait écarter M. Ouattara. Donc, pour moi, c'est négatif, c'est unique. Il a été républicain. 2000, M. Guy Robert également met en place, selon vos dires, un procédé qui est aussi unique. Alors pourquoi, soudainement, il n'est plus républicain? Mais parce qu'aussi, à un moment donné, il faut savoir dire ça suffit. Ah, d'accord, on va en venir. Il faut savoir dire ça suffit. Pourquoi? Parce que, après, quand. Je sais où. Je sais où vous l'en venez. Non. Ce débat, il va avoir. Oui, mais il faut qu'on avance sur le programme là, monsieur. Voilà. Non, j'ai pas encore fini. Une dernière question. On a eu le cas de Blaise Las, Daï Nestor. On estime que ces derniers-là ont tenu des propos, je dirais, insurrectionnels et tout. Ils ont été arrêtés. Par contre, les propos qu'ils ont tenus là, je pense que c'est le même vocabulaire aussi que le président Laurent Gbagbo depuis toujours.
il a tenu, hein, que le président Ouattara ne fera pas le 4e mandat, mais jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est en liberté, mais Daï Nestor, Blaise Las, eux, ils sont enfermés. On a l'impression que... J'espère que t'es pas sérieux, on a l'impression que cette justice-là, elle est sélective, c'est-à-dire on regarde les petits pois, on les arrête, et les gros pois, on a peur, on les laisse. Donc, à un moment donné aussi, il faut revoir tout ça. Bon, on va faire des Je ne sais pas si je dois répondre à ce qu'il dit. On va fermer. C'est une question qui mérite d'être posée. Merci. Si on l'attrape là. Vous êtes son avocat. Non, mais on en rigole. C'est un débat. C'est un débat. Chacun dit ce qu'il pense. C'est déjà bien. Sans animosité. La liberté après l'expression existe ici. Je ne pense pas que monsieur... Comme M. Gbagbo dit cela, et on écoute bien ce qu'il dit. Bon, je suis très courtois et très poli, donc passons sur ce sujet. Ok. Bah, s'il a voulu botter en touche. Hein. Bon, non. Non, parce que les réponses que je vous ai données... Il nous reste, je regarde le chrono, il nous reste 45 minutes. C'est pour ça que je veux qu'on débattue. 45 minutes. Est-ce qu'on peut parler d'économie ou vous voulez qu'on aborde la question de la décentralisation? Allez-y. Décentralisation. Vous êtes prêts? On y va?